Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. C'était un après-midi particulièrement doux à St. Mary Mead, du genre qui semble flotter dans l'air plutôt que passer, suspendu dans l'épanouissement du printemps. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle, projetant de délicats motifs sur la nappe, là où Miss Marple et son amie de longue date, Miss Weatherby, prenaient le thé. Le tintement discret de la porcelaine ponctuait leur conversation, qui glissait paisiblement entre les nuisibles du jardin, la fête de l'église à venir, et l'extraordinaire étourderie de la nouvelle bonne de Mrs. Pettinger. Miss Marple, vêtue de laine couleur lavande, les cheveux blancs impeccablement coiffés et les yeux vifs et malicieux, sirotait délicatement sa tasse, un léger sourire aux lèvres, tandis que Mrs. Weatherby se lançait dans une anecdote concernant l'épouse du vicaire et un gâteau aux fruits mystérieusement disparu. « Ce sont toujours les petites choses, Jane, » conclut Mrs. Weatherby avec un air triomphant. « Il faut toujours prêter attention aux petits détails. » Miss Marple acquiesça doucement, ses yeux bleus pétillants. « En effet, ma chère, ce sont les petites choses qui révèlent le plus. La plupart des gens pensent que seuls les grands gestes comptent, mais j'ai souvent constaté le contraire. » Un court silence s'installa, né non pas de malaise, mais d'une paix partagée. Dehors, les moineaux piaillaient activement dans la haie d'aubépine, et tout semblait à sa place, ou du moins en apparence. Miss Marple tendit la main vers le dernier numéro de la Gazette de Shipping Cleghorn, soigneusement plié à côté du plateau à thé. Elle l'ouvrit avec le froissement léger d'une habitude ancienne, parcourant les pages du regard avec l'œil exercé de celle qui sait que ce qui importe vraiment se cache souvent dans les petites lignes. « Ah !» murmura-t-elle en tapotant une colonne. « Le domaine du colonel Geoffrey Faversham sera mis en vente le mois prochain. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas, ma chère? » Mrs. Weatherby pinça les lèvres. Ce monsieur austère avec sa terrible moustache, il vivait vers Weatherton-on-Hill, dans ce manoir plutôt sinistre. Oui, je me souviens. Réservé, mais toujours parfaitement poli. Il est mort l'automne dernier, non? Paisiblement dans son sommeil, répondit Miss Marple, citant la ligne de l'avis de décès qu'il avait frappé à l'époque, à la fois attendu et pourtant étrangement prématuré. « Je suppose qu'il y aura quelques trésors dans cette vente, » dit Mrs. Weatherby. Il aimait collectionner des curiosités, des masques africains, des poignards, ce genre de choses, et de vieilles photographies, il me semble. Le regard de Miss Marple resta posé sur la page un instant de plus. Quelque chose, un instinct peut-être, la fit s'arrêter. Quelques jours plus tard, alors qu'elle triait son courrier après l'église, Mrs. Weatherby arriva sur le pas de la porte de Miss Marple, tenant une enveloppe bleu pâle, les yeux brillants d'excitation. « C'est de Clara, » dit-elle, presque essoufflée. « Tu te souviens, ma nièce, celle qui est partie à Londres pour faire de la photographie? Nous ne nous étions plus vraiment parlé depuis des années. Quelque chose au sujet de la mort de sa mère nous avait éloignés. » Miss Marple l'accueillit avec chaleur, et elles s'installèrent autour d'un thé tout frais pendant que Mrs. Weatherby ouvrait la lettre et commençait à lire à voix haute. « Ma très chère tante, tu seras peut-être surprise de recevoir de mes nouvelles après tout ce temps. Je t'écris parce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire lors de la vente du domaine du colonel Geoffrey Faversham. Parmi une boîte d'objets mis de côté, j'ai trouvé une vieille photographie. À première vue, rien d'inhabituel, une réunion de famille dans un jardin, mais à l'arrière-plan,
il y a une femme. Elle regarde directement l'objectif depuis une fenêtre à l'étage. Je te jure, tante, je crois que c'est ma mère. Et la photo est datée bien après sa supposée noyade. Madame Weatherby baissa la lettre, les mains légèrement tremblantes. « Jane, qu'en penses-tu » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Ses doigts jouaient distraitement avec le bord de sa soucoupe, et ses yeux, toujours aussi perçants, fixaient un point au loin. « La femme à la fenêtre », répéta doucement Miss Marple. « Comme c'est étrange. On s'attend toujours à ce que les sujets soient au premier plan, posés, intentionnels, mais les figures inattendues, ce sont elles qui parlent. » Mrs. Weatherby fronça les sourcils. « Mais c'est impossible, voyons. Sa mère s'est noyée il y a près de 20 ans. Clara n'était qu'une enfant à l'époque, et l'affaire avait été classée comme un accident. » Miss Marple acquiesça lentement. « Oui, et pourtant, la mémoire est chose fragile, et le passé a cette fâcheuse tendance à s'enrouler autour du présent de la manière la plus inconvenante. » Elle se leva et se dirigea vers son petit bureau, où elle conservait 1001 papiers qui pourraient un jour s'avérer utiles, des coupures de journaux, des cartes postales, des registres de décès et des incidents du village. La mémoire de Miss Marple était redoutable, mais elle avait toujours trouvé pratique de garder la trace écrite à portée de main. Et Clara, reprit-elle, presque pour elle-même, est photographe. Elle saurait quoi observer dans une image. Si elle en est certaine, cela mérite qu'on y prête attention. Un silence s'installa entre les deux femmes. Dehors, le vent faisait frémir les fleurs, envoyant des pétales flotter comme de silencieux présages. « Peut-être, dit enfin Miss Marple, est-il temps que je fasse un petit détour par Waverton-on-Hill. »« J'ai remarqué autre chose, » dit Mrs. Weatherby, en reprenant la lettre sur ses genoux. « Clara mentionne que la femme, sa mère, ou qui que ce soit, porte une broche très particulière. C'était l'une des préférées de sa mère, un héritage de famille, supposément perdu lors de sa noyade. » Miss Marple tourna légèrement la tête. « Une broche ? » ?»« Oui, en forme de myosotis, avec de petits saphirs au centre, très reconnaissable. Clara dit qu'elle s'en souvient très bien, même enfant. C'est ce qui l'a rendue si certaine. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son esprit s'était déjà mis à ordonner les pensées avec soin. Une broche aussi spécifique, aussi facilement identifiable, et que l'on croyait disparue dans un tragique accident. Et pourtant, elle réapparaissait, discrètement, presque par hasard, dans une photo que personne n'était censé examiner. « D'après mon expérience, » dit doucement Miss Marple, « les objets hérités ne refont surface que si quelqu'un le veut ou oublie qu'ils auraient dû rester cachés. » Le feu crépitait doucement dans l'âtre, et un silence plus profond encore s'installa dans la pièce. Miss Marple saisit son tricot, mais ne commença pas. Elle pensait non seulement à une broche, mais aussi à des femmes aux fenêtres, au poids des vieux secrets, et à cette voix étrange et insistante de quelque chose qui ne cadrait pas. Waverton-on-Hill était ce genre de village niché hors du temps, ses ruelles étroites serpentant doucement entre les cottages serrés, et les haies semblant murmurer les secrets d'un autre siècle. Miss Marple y arriva par une matinée claire, descendant du petit train de la ligne secondaire, avec sa dignité discrète habituelle, et une petite valise de voyage bien usée à la main. Clara Milton l'attendait sur le quai, une grande femme mince, au visage anguleux et à l'expression marquée par le poids de longues questions restées sans réponse. Elles échangèrent des salutations polies, le ton de Clara légèrement empreint de réserve, comme si elle n'était pas encore certaine de ce qu'elle pensait, du fait que l'amie de sa tante s'implique dans une affaire
aussi personnel. « Je suis contente que vous soyez venue », admit Clara, tandis qu'elle marchait vers la voiture qui les attendait. « Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout cela, mais je sais que quelque chose ne tourne pas rond. Et vous? Vous avez toujours vu ce que les autres ne voyaient pas. » Miss Marple lui adressa un sourire doux. « On fait de son mieux, ma chère. C'est fou ce que les gens peuvent dire quand ils pensent qu'on ne les écoute pas. » Elles arrivèrent à l'auberge modeste où Miss Marple devait loger, sous le prétexte parfaitement poli qu'elle rendait visite à Clara pour l'aider à classer les photographies du domaine, en vue d'une éventuelle donation aux archives locales. Un petit mensonge inoffensif qui suffisait à désamorcer toute curiosité indésirable. Mais derrière ses manières douces et son regard bienveillant, Miss Marple avait déjà enclenché le processus qu'elle connaissait si bien: observer, écouter et assembler les pièces muettes d'un mystère en train de se révéler. Elles s'installèrent ensemble dans le petit studio loué par Clara, juste à côté de la place du village. Les murs étaient tapissés de planches contact, de tirages en cours de traitement, et une grande table en bois exposait les fruits de ses récentes explorations dans le domaine Faversham. Clara étala plusieurs clichés devant Miss Marple. Ses doigts s'attardaient sur un en particulier. Il montrait un groupe d'invités assis dans le jardin du manoir Faversham, tous vêtus à la mode de la fin de l'époque édouardienne. Dames aux chapeaux à plumes, messieurs en cols raides et gilets. Mais ce n'étaient pas les personnages au centre de l'image qui retenaient l'attention de Clara. « Là », dit-elle en désignant le coin supérieur gauche. « La fenêtre, vous la voyez ?» Miss Marple se pencha. Ses yeux, encore vifs malgré les années, se plissèrent. Un visage de femme, pâle, presque flouté par l'angle et le verre, mais indéniablement présent. Elle ne regardait pas la scène, mais l'objectif. Un fantôme, peut-être, ou quelque chose de bien plus troublant. « Elle a le visage de ma mère », murmura Clara. « Mais cette photo date de 1913. Ma mère s'est noyée en 1909. » Le regard de Miss Marple resta fixé sur l'image. Le chapeau, la robe et la forme reconnaissable d'une broche sur l'épaule de la femme. « Est-ce que votre mère possédait une broche de ce modèle ?» demanda-t-elle. Clara acquiesça. « Des myosotis, en saphir et argent. Elle a disparu en même temps qu'elle. » Miss Marple croisa les mains. « Alors peut-être n'a-t-elle jamais vraiment disparu. Peut-être a-t-elle simplement trouvé sa place dans une histoire que quelqu'un voulait effacer. » Martin Faversham était exactement ce que l'on pouvait attendre du fils d'un gentleman, charmant, posé et juste assez évasif pour éveiller l'intérêt. Miss Marple le rencontra au manoir lui-même, désormais à moitié dépouillé de sa splendeur, tandis que les agents immobiliers en cataloguaient le contenu en vue de la vente prochaine. Il bavardait, aimablement, avec l'expert lorsque Clara les présenta. Ses yeux, sombres et intelligents, évaluèrent Miss Marple avec l'assurance d'un homme habitué à jauger rapidement et efficacement les gens. « Miss Marple, » dit-il chaleureusement en lui serrant la main, « Clara m'a dit que vous veniez aider avec les photographies. C'est une vraie mine, n'est-ce pas? Mon père ne jetait jamais rien. Les photographies sont souvent bien plus révélatrices qu'il n'y paraît, » répondit Miss Marple avec douceur. « Elles préservent ce que les gens oublient ou ce qu'ils préfèrent oublier. » Martin eut un petit rire. « Tout à fait. Bien que mon père n'ait jamais été du genre sentimental, un militaire pur et dur. » Ils discutèrent encore un moment, les questions de Miss Marple habilement déguisées en curiosité désinvolte. Martin répondait avec aisance, mais de légères hésitations trahissaient parfois quelque chose. Un bref tressaillement lorsqu'elle évoqua l'année 1909,
une tension furtive dans la mâchoire, quand elle demanda si son père parlait parfois de sa première épouse. « Oh, très peu, dit-il enfin. C'était il y a longtemps, une histoire douloureuse. Elle s'est noyée, un accident tragique. Père en parlait rarement. » Miss Marple acquiesça, la voix calme. Et pourtant, le chagrin, comme l'histoire, reste rarement enfoui à jamais. Martin esquissa un sourire crispé. Certaines choses mériteraient de rester enfouies. Miss Marple ne répondit pas, mais dans son esprit, comme toujours, le puzzle commençait à se reconstituer. Eleanor Trent était une femme qui avait appris, au fil des années de service discret, à disparaître en pleine lumière. Elle avait été la gouvernante du colonel Faversham pendant près de 30 ans. Et même maintenant, alors que le manoir se vidait autour d'elle, elle circulait dans ses couloirs avec la tranquillité de celle qui en avait jadis fait partie. Miss Marple la croisa dans le salon, pliant soigneusement des linges qui allaient bientôt être rangés et étiquetés. Elle se présenta avec sa douceur habituelle, prétextant un intérêt pour les photographies, dans le cadre d'un projet d'archives historiques. Miss Trent acquiesça poliment, mais ne dit pas grand-chose de plus. « J'imagine que vous avez vu bien des choses dans cette maison au fil des années, » dit Miss Marple d'un ton engageant. Les mains d'Eleanor s'interrompirent un bref instant au-dessus du tissu. « Je me suis toujours tenue à mes devoirs, madame. C'est ainsi que j'ai toujours procédé. » « Et l'épouse du colonel ?» tenta Miss Marple. « Je crois comprendre qu'elle est décédée, dans des circonstances très tragiques. » Les doigts d'Eleanor reprirent leur pliage, plus lentement cette fois. « Oui, très tragique. C'était avant mon arrivée, mais j'ai entendu quelques bribes ici et là. Elle s'est noyée dans la rivière, n'est-ce pas ?» Miss Marple acquiesça doucement. Et pourtant, le chagrin laisse toujours son empreinte sur une maison. Vous ne trouvez pas? Eleanor ne répondit pas, mais son regard se détourna, furtivement, en direction du couloir à l'étage, vers l'aile qui était fermée depuis longtemps. Miss Marple ne manqua pas le regard. Elle le nota, le rangea dans un coin de sa mémoire. Certains souvenirs, elle le savait, ne s'effaça pas simplement avec la poussière. Certains sont cachés délibérément. Le docteur Lionel Harrow était un homme d'un genre particulier, bien éduqué, toujours impeccable, et doté de cette autorité feutrée que l'on cultive en écoutant sans vraiment entendre et en diagnostiquant sans tout à fait voir. Miss Marple lui rendit visite sous le prétexte de s'informer sur les archives médicales du village pour un ouvrage historique. Le docteur la reçut courtoisement dans son bureau, bien que son intérêt poli s'émoussa dès qu'elle mentionna la famille Faversham. « Oh, cela remonte à bien longtemps, » dit-il en agitant la main. « L'épouse du colonel est morte avant que je ne reprenne la totalité du cabinet. »« Mais vous avez sûrement accès aux anciens dossiers ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. On se demande toujours comment ces choses étaient notées à l'époque. Les lèvres du docteur Harrow se pincèrent. Beaucoup de dossiers de cette époque ont été perdus lors d'une inondation, il y a quelques années. Irrécupérables. « Comme c'est malheureux, » murmura Miss Marple. « Le papier est si vulnérable, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, mais dans son regard, quelque chose vacilla, vif, dur, contenu. Alors qu'elle se levait pour partir, Miss Marple jeta un coup d'œil autour de la pièce et remarqua une armoire fermée à clé, une clé de laiton toujours enfoncée dans la serrure. Elle ne fit aucun commentaire, mais elle savait, avec la même certitude que son propre nom, que ces archives n'avaient pas été perdues dans l'eau. Elles avaient été retirées de la mémoire et de toute possibilité d'enquête. Lady Eugenia Cardew accueillit Miss Marple avec la politesse glacée
de celles qui reçoivent des invités qu'elles ne font pas confiance, et n'aiment pas particulièrement. Elle vivait dans un domaine voisin, jadis grandiose, désormais partiellement habité, et avait été une amie de longue date, certains murmuraient plus, du colonel Faversham. « Il paraît que vous fouinez dans le domaine du colonel, » dit-elle d'un ton sec. « C'est fort déplacé, bien que j'imagine que chacun veut récupérer un petit quelque chose une fois que les morts ne peuvent plus protester. » Miss Marple, impassible, répondit avec son calme habituel. « L'histoire a cette manie de conserver ce que l'on voulait jeter, Lady Eugénia, et j'ai toujours pensé que le passé avait sa propre voix. » Lady Eugénia émit un petit rire sans joie. Dans ce cas, il ferait bien d'apprendre à se taire. Elles restèrent un moment, en silence, raides et tendues, avant que Miss Marple ne demande « Vous avez dû connaître Mrs. Faversham? Était-elle semblable à son mari ?» La main de Lady Eugénia, qui jouait distraitement avec son collier, s'immobilisa. C'était une petite chose pâle et nerveuse, toujours souffrante. La rivière ne l'a pas tant prise que délivrée. Miss Marple hocha la tête, enregistrant soigneusement la tournure. Et le colonel ne parlait jamais d'elle, jamais. Et je n'en parlais pas non plus. Elle appartenait à une autre époque, une époque qu'il vaut mieux oublier. Et sur ces mots, Lady Eugénia tourna son regard vers la fenêtre, son maintien impeccable, mais ses doigts tordant le bord de son mouchoir, avec une nervosité à peine contenue. Lors de son deuxième après-midi au manoir, Miss Marple flânait dans les pièces, pendant que les experts circulaient discrètement, étiquetant les meubles, inspectant la porcelaine, et notant ici et là quelques curiosités. Elle avançait lentement, avec l'air de quelqu'un vaguement intéressé par le style et les souvenirs, mais son regard, lui, ne manquait rien. Dans le bureau, tout au fond d'une vitrine en verre, elle le vit. Blottie parmi une poignée de bibelots oubliés, se trouvait une petite broche délicate, en argent, sertie de pierres bleues, profondes, formant des myosotis. Elle se pencha. Le motif était sans équivoque. Clara l'avait décrit avec une précision parfaite. Une étiquette à côté disait simplement « Origine inconnue, objet du domaine ». Miss Marple resta un long moment à la contempler, les mains jointes à la taille, le visage impassible. Si la broche avait réellement été perdue avec la mère de Clara, alors comment avait-elle trouvé sa place ici, discrètement enfermée derrière une vitre, parmi une collection sans importance? Et si elle n'avait jamais été perdue, si elle était restée en possession du colonel, que cela révélait-il sur la vérité de cette noyade si tragique? Elle leva les yeux juste à temps pour voir Eleanor Tran passer devant l'entrée. Leurs regards se croisèrent brièvement. La gouvernante ne dit rien, mais la raideur de sa démarche en disait long. La broche n'était pas revenue par hasard. Elle n'était jamais partie. C'était juste après le petit déjeuner. Clara se tenait devant la fenêtre du studio, la photographie en main une fois de plus. Elle l'avait étudiée de manière obsessionnelle, une douzaine de fois par jour, peut-être, comme si l'expression dans les yeux de la femme allait changer, ou révéler quelque vérité silencieuse. « Elle regarde droit dans l'objectif », dit Clara, la voix tendue. « Ce n'est pas un hasard. C'est volontaire, Jane. Ma mère savait qu'on l'observait. » Miss Marple, assise non loin avec son tricot, leva les yeux sans interrompre ses aiguilles. « Tu es certaine que c'est elle ?» Clara se retourna, visiblement pâle. « Oui, je me souviens de son visage, de ses yeux, de l'arche de ses sourcils, et de la broche. C'était la sienne. Elle a disparu en même temps qu'elle. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement, mais son expression était doucement pensive. La certitude de Clara ne venait pas de la logique,
mais de la mémoire. Émotionnelle, fragile, mais persistante. Mais si la photo date de 1913, reprit Clara, et que ma mère est morte en 1909, alors elle n'est pas morte, n'est-ce pas? C'était un mensonge, une dissimulation. Elle était vivante, quelque part. Ou quelqu'un voulait que tu le croies, dit doucement Miss Marple. Les yeux de Clara s'embrasèrent. Que suggérez-vous? Que je l'ai imaginé? Que je me fais manipuler? Je ne suggère qu'une chose, ma chère. Lorsque les gens veulent à tout prix cacher la vérité, ils commettent souvent l'erreur d'en cacher trop. Et quand on cache trop, cela finit par se voir. Clara se tut, les doigts crispés sur la photo. Le passé s'était réveillé, et il ne comptait pas se rendormir sans bruit. L'air nocturne de Waverton-on-Hill portait encore un froid tardif, un parfum de lilas en fleurs accroché au vent. Miss Marple, réveillée au petit matin pour boire un verre d'eau, fut attirée par une lueur vacillante au-delà du square du village. Enveloppée dans son châle, elle se glissa silencieusement jusqu'à la fenêtre de sa chambre et vit clairement le jardin, derrière le cabinet du docteur Harrow, et la lueur constante d'un feu orangé. La silhouette était sans équivoque. Le docteur Harrow se tenait au-dessus d'un petit incinérateur, nourrissant les flammes de feuilles de papier avec une méthode soigneuse. À cette distance, Miss Marple ne pouvait lire les pages, mais l'éclat des pinces à dossier et les chemises épaisses de couleur manille étaient reconnaissables entre mille. Il agissait sans précipitation, comme quelqu'un qui aurait fait la paix avec une tâche désagréable. Le lendemain matin, Miss Marple retourna chez le docteur, sous prétexte de s'enquérir d'un ancien mal local. Ils échangèrent les politesses habituelles avant qu'elle n'aborde le sujet. « J'ai aperçu un feu dans votre jardin la nuit dernière, » dit-elle d'un ton détaché. « Un peu tard pour jardiner, non ?» Le docteur Harrow sourit, mais sans chaleur. « Juste quelques vieux dossiers. On conseille aux médecins de faire un peu de ménage de temps à autre. Confidentialité des patients, vous comprenez. » « C'est tout à fait juste, » répondit Miss Marple avec amabilité. « Le papier est si encombrant, et il brûle si facilement, emportant la vérité avec lui. » Le visage du docteur se crispa un instant, à peine. Mais Miss Marple, qui ne manquait jamais rien, rangea cette réaction exactement là où il fallait. Le manoir était plus silencieux désormais, vidé de la plupart de ses objets de valeur, ses pas étouffés par la poussière et les draps recouvrant les meubles. Clara s'était mise à photographier les pièces, en partie pour l'archive, en partie par instinct. Ce fut au cours d'une de ces soirées, son appareil en bandoulière, qu'elle entendit un craquement au-dessus d'elle. Elle s'arrêta sur le palier. La porte du grenier était entr'ouverte. Sans bruit, Clara monta les escaliers étroits. En haut, le faisceau d'une lampe torche balayait les poutres. Là, penchée sur une vieille malle, se trouvait Eleanor Trent. La gouvernante ne la remarqua pas tout de suite. Elle tenait une liasse de lettres nouée d'un ruban fané. Lorsqu'elle se retourna et vit Clara, elle se figea. « Vous m'avez fait peur, » dit Eleanor, trop rapidement. « Je pourrais dire la même chose, » répondit Clara. « Puis-je vous demander ce que vous faites ?» Eleanor hésita. « Ce sont des choses personnelles, de la correspondance ancienne. Des choses qu'il vaut mieux éliminer discrètement. »« Correspondance avec qui ?» demanda Clara en s'approchant. Un silence, une fraction de seconde trop long. « Avec le colonel, » dit-elle finalement, « il y a des années. » Le visage de Clara se durcit. « Vous étiez amant. » Le regard d'Eleanor s'endurcit, à son tour, mais elle ne dit rien. Plus tard, lorsque Miss Marple entendit le récit, elle écouta attentivement.
Les lettres, expliqua Clara, laissaient deviner une liaison passionnée, mais aussi un profond ressentiment, des trahisons, et une allusion voilée à elle, qui n'était plus là. Miss Marple demanda à voir les lettres, mais au matin, elles avaient disparu, brûlées, affirma Éléanore, par souci de bienséance. Miss Marple se contenta d'un hochement de tête. La bienséance, dans son expérience, servait souvent à ensevelir l'indécent. Bien qu'Eleanor Trent ait affirmé avoir brûlé les lettres, Clara en avait déjà retranscrit plusieurs, presque obsessionnellement, dans un carnet. Elle l'apporta à Miss Marple l'après-midi suivant, l'expression à la fois méfiante et résolue. « Je sais que vous pensez que je poursuis des fantômes, » dit-elle, « mais ces lettres, elles sont bien plus que de la romance. Elles prouvent qu'il se passait quelque chose de plus profond. » Miss Marple lut en silence. Les premières lettres portaient les marques de l'infatuation. De longues déclarations d'admiration, des lignes nostalgiques sur des regards volés, des silences partagés. Mais au fil des pages, le ton changeait. Les mots devenaient plus froids, accusateurs. Elle se dresse toujours entre nous. Même morte, elle te hante. Tu dis qu'elle s'est noyée, mais c'est ta culpabilité qui l'a ensevelie. Miss Marple tapota le bord du carnet. « Comme c'est étrange, » murmura-t-elle. « Un homme en deuil de son épouse n'écrit pas ce genre de choses. Pas à moins que le passé ait été plus trouble que ce que le public voulait bien croire. » Clara acquiesça. « Pensez-vous qu'il l'ait tué ?» Miss Marple ne répondit pas directement. « Je pense qu'il ne l'a jamais vraiment pleuré. Et cela, Clara, c'est un indice. Pas forcément d'un meurtre, mais de secrets gardés trop longtemps. » Elle referma le carnet. Il y avait quelque chose de profondément triste dans ces lettres, non seulement de la jalousie, mais une amertume qui suggérait une trahison. Pas seulement celle d'Éléanore, mais peut-être aussi celle de la femme qui n'aurait jamais dû revenir. Le dernier jardinier du manoir, M. Penrose, travaillait sur le domaine depuis plus de 40 ans. C'était un homme voûté, tanné par le soleil, avec ce genre de visage buriné qui donnait l'illusion de la sagesse, qu'il la possède ou non. Miss Marple le trouva en train de tailler les haies au bord du jardin. Après quelques échanges aimables à propos des tulipes et des gelées tardives, elle orienta doucement la conversation vers le passé. « Le colonel se promenait-il souvent dans les jardins avec sa femme ?» demanda-t-elle d'un ton léger. Mr. Penrose se gratta le menton. « Dans les premières années, peut-être, mais pas souvent. Elle était du genre fragile, n'aimait pas l'air frais. » « Et après sa mort ? » « Eh bien, il y a bien eu une fois, » dit-il en s'appuyant sur sa bêche. « C'était peut-être en 1913, ou un peu avant. J'ai vu le colonel au bord de la rivière. Il se disputait avec une femme, assez violemment, d'ailleurs. Ce n'était pas Lady Eugenia. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Vous avez vu son visage ?» Il plissa les yeux, juste de dos, manteau foncé, chapeau avec une plume, je m'en souviens. Elle s'est détournée avant que je ne puisse m'approcher. Était-ce avant ou après le décès de sa femme ? Penrose fronça à nouveau les sourcils. Eh bien, c'est ça le problème. Je pensais que c'était après. Mais la mémoire est capricieuse, n'est-ce pas ? Miss Marple acquiesça poliment. Mais son esprit était déjà en pleine activité. Une femme près de la rivière, un chapeau à plumes, et un souvenir qui refusait de se fixer à la bonne année. Soit le jardinier se trompait, soit quelqu'un s'était assuré qu'il se trompe. Clara, de plus en plus investie dans le mystère de la photographie, s'était mise à étudier le matériel utilisé pour capturer l'image. Elle apporta le tirage original et le négatif à Miss Marple, accompagné d'un livre ouvert sur la photographie du début du XXe siècle.
Elle doit dater de 1910, affirma-t-elle. Le papier, le procédé de développement, même l'angle de la prise de vue, tout correspond à cette époque. J'ai retrouvé la distorsion de l'objectif. C'était un box camera qui a cessé d'être produit en 1911. Miss Marple observa de nouveau l'image. Les personnages dans le jardin, raides, figés. La femme à la fenêtre, floue mais présente. Un secret capturé. « Tu as raison, » dit Miss Marple pensivement. « Cela semble parfaitement authentique. » Clara s'illumina. « Alors c'est forcément ma mère. Il n'y a pas d'autre explication. » Mais Miss Marple ne semblait pas convaincue. « Il y a pourtant quelque chose qui me trouble, » dit-elle. « Si cette photo date vraiment de 1910, pourquoi la femme à la fenêtre porte-t-elle une robe dont l'ourlet n'est devenu à la mode qu'après la guerre ?» Clara cligna des yeux. « Vous avez remarqué ça ? On pense que la mode est futile, » répondit Miss Marple. « Mais c'est souvent le marqueur le plus fiable du temps, surtout quand quelqu'un essaie de faire croire le contraire. » Elle lui rendit doucement la photo. « Parfois, ma chère, ce n'est pas l'appareil qui ment, mais la personne qui a mis en scène la photo. » Et sur ces mots, elle reporta son attention sur son tricot, bien que son esprit, lui, soit déjà loin devant. Pendant que Clara épluchait catalogue et chronologie, et que les autres débattaient d'amour secret, de noyade et d'imposture, Miss Marple faisait ce qu'elle savait faire le mieux. Elle restait assise et elle réfléchissait. La photo avait réveillé beaucoup de choses. Le chagrin de Clara avait ressurgi. Eleanor s'était repliée sur la défensive. Le docteur Harrow avait réduit son passé en cendres. Mais que prouvait vraiment cette image? Miss Marple la sortit de son sac et la posa sous la lumière de la lampe. Elle étudia la composition, pas seulement les figures, mais les postures, les expressions. Ce n'était pas une simple photo souvenir, c'était une scène. Les invités étaient assis de manière trop symétrique pour que ce soit naturel. Les ombres tombaient étrangement par rapport à la lumière du soleil. Plus curieusement encore, la vitre de la fenêtre à l'étage renvoyait un second reflet, à peine perceptible. Un coin de chapeau. Pas celui que portait la femme à la fenêtre, un autre. Un chapeau à plumes. Miss Marple émit un léger son. Elle s'adossa à son fauteuil et passa en revue ce qu'elle savait. La broche, censée avoir disparu lors de la noyade, avait été retrouvée enfermée dans une vitrine. La photo, supposée dater de 1910, présentait de subtiles traces d'une époque ultérieure. La robe, la coupe, même la teinte du cliché, paraissaient légèrement décalées pour la période supposée. Était-il possible que toute la scène ait été une mise en scène? Pas un faux, exactement, mais une reconstruction délibérée. Une photo destinée à paraître ancienne, représentant des personnes figées dans des poses d'un autre temps. Mais dans quel but? Miss Marple effleura le bord de la photo du bout des doigts. La femme à la fenêtre regardait l'objectif. Elle n'avait pas l'air surprise, ni prise sur le vif. Elle était posée. Ce n'était pas une femme photographiée par accident. C'était une femme qui voulait être vue. Par une matinée grise, Clara revint du village, le visage à la fois excité et inquiet. Dans ses mains, elle tenait une nouvelle série de tirages, des images fraîchement développées, provenant de la même pellicule que celle contenant la désormais célèbre photo du jardin. « Il y avait autre chose, » dit-elle, haletante, en rejoignant Miss Marple dans le salon, à la toute fin de la bande. Une dernière image. Miss Marple leva les yeux de son tricot avec l'intérêt tranquille de celle qui s'y attendait depuis un moment. Clara déploya le tirage sur la table. Il montrait un homme, indéniablement le colonel Faversham,
debout à côté d'une automobile devant le manoir, tenant un journal à la main. Le gros titre, à peine lisible, affichait une date, mai 1921. J'ai vérifié dans les archives de Chipping Cleghorn, poursuivit Clara. C'est un vrai numéro. Ce journal n'existait pas avant 1920. Miss Marple observa la photo en silence. Les implications s'installèrent lentement, comme un brouillard qui envahit l'esprit. Donc, dit-elle doucement, la photographie en question, celle avec la femme à la fenêtre, ne peut pas dater de 1910. Non, répondit Clara. Elle a forcément été prise au moins 10 ans plus tard. Ce qui signifie... Miss Marple termina la pensée. Ce qui signifie que la femme à la fenêtre ne pouvait pas être ta mère, car en 1921, elle aurait été bien au-delà du secours. Clara baissa les yeux. C'était une vérité cruelle, mais qu'elle avait pressentie depuis un moment. « Il reste quelque chose à découvrir », ajouta Miss Marple avec douceur. « Mais ce n'est pas une résurrection. Non, ma chère, c'est une affaire de manipulation du passé, une manipulation très habile. » Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple demanda à Clara de l'accompagner dans la petite salle d'inventaire, où étaient temporairement entreposés les objets du domaine Faversham avant la mise aux enchères. Elle s'y déplaça avec une détermination tranquille, s'arrêtant de nouveau devant la vitrine verrouillée où était exposée la fameuse broche. C'était exactement comme Clara l'avait décrite, une épingle en argent, en forme de myosotis, chaque fleur sertie de minuscules saphirs d'un bleu profond. Clara avait été si sûre qu'elle appartenait à sa mère. Pourtant Miss Marple en doutait de plus en plus. « Je me demande, » murmura-t-elle, « si ce modèle était vraiment unique. » Ce soir-là, elle se rendit au domaine de Lady Eugenia, sous prétexte de lui rapporter un châle oublié. L'accueil fut, comme toujours, sec mais courtois. « Je me souviens que vous aviez une affection particulière pour les myosotis, » dit Miss Marple d'un ton léger, alors qu'elle prenait le thé. « En broche, je veux dire. » Lady Eugenia haussa un sourcil. « C'est toujours le cas, même si ce n'est plus très à la mode. Vous portez encore celle en argent, avec les saphirs, celle que vous aviez au garden party de l'évêque en 1922 ?» Lady Eugenia cligna des yeux. Ce fut une pause infime, mais dans cette pause, Miss Marple trouva sa réponse. « Elle doit être quelque part, » répondit la femme d'un ton sec. « J'en ai perdu la trace. » Miss Marple offrit un sourire serein. « Curieux, n'est-ce pas, comme les choses réapparaissent quand on s'y attend le moins. » Lorsqu'elle retourna au manoir, son soupçon était devenu certitude. La broche de la photo et celle exposée sous verre avaient toujours appartenu à Lady Eugenia, et la femme à la fenêtre n'était pas la mère de Clara. Seule dans sa chambre ce soir-là, Miss Marple étala les photographies une à une. Elle les classa chronologiquement, la fête dans le jardin, la photo du journal, puis l'image fameuse de la femme à la fenêtre. Ensuite, elle prit son carnet et se mit à écrire. Le profil de la femme à la fenêtre, bien que flou, était assez net dans ses lignes. La mâchoire était trop marquée, la posture trop assurée. C'était l'allure d'une personne qui joue un rôle. Et la robe, à col montant, démodée même en 1921, semblait choisie exprès, comme si elle voulait évoquer une femme supposée morte depuis longtemps. Miss Marple sortit de son sac un petit article jauni, l'annonce des fiançailles du colonel Faversham et de Lady Eugenia Cardew. Elle avait été publiée dans une rubrique mondaine en 1906, puis retirée quelques jours plus tard, sans aucune explication. Elle la relut lentement. Tout commençait à s'éclaircir.
si ladie Eugénia avait été autrefois fiancée au colonel, puis l'avait perdue au profit d'une femme plus discrète, plus fragile, Miss Faversham, alors la jalousie seule aurait pu suffire à créer un mobile. Mais au-delà de cela, Lady Eugénia avait le mobile, l'accès, et surtout, la vanité de croire qu'elle pouvait jouer le rôle d'une autre femme avec assez de conviction, même après sa mort. Miss Marple joignit ses doigts devant elle. Pourquoi mettre en scène une telle supercherie? Parce que Clara cherchait, parce que le domaine allait être vendu, parce que les vieux mensonges, comme les vieilles photographies, ne disparaissent pas. Ils attendent. La femme à la fenêtre n'était pas un fantôme, c'était une illusion soigneusement choisie, vêtue de deuil, portée comme un costume. C'est dans le silence paisible de sa chambre, les derniers fils sans fin noués, que Miss Marple se permet de voir l'ensemble de la tapisserie. La liaison entre Lady Eugénia et le colonel Faversham n'avait jamais réellement pris fin. Derrière leurs bonnes manières et leurs résidences séparées, une relation longue et complexe avait perduré, commencée avant le mariage du colonel, et prolongée bien après, amère et dissimulée. Mais il y avait eu un obstacle, Mrs. Faversham, une femme discrète, naturellement anxieuse, aisément considérée comme faible. Pourtant, c'était elle qui avait obtenu ce que Lady Eugénia convoitait, le domaine, le titre, le nom, et, avec le temps, l'héritage également. Miss Marple croyait désormais que la prétendue noyade de Mrs. Faversham, en 1909, n'avait jamais été l'accident qu'on avait affirmé, ni même un meurtre au sens classique. C'était une disparition, orchestrée avec une précision clinique et une volonté délibérée. Elle avait sans doute été écartée de la vie publique sous couvert de maladie. Les eaux de la rivière n'avaient servi que de métaphore commode. Un récit conçu pour décourager tout soupçon. Et le docteur Harrow, avec ses dossiers médicaux soigneusement contrôlés et son goût pour la discrétion, avait aidé à tirer le rideau sur sa disparition. À sa place, on avait raconté une histoire. Des années plus tard, lorsque la découverte inattendue de Clara menaça de déterrer ce qui avait été enfoui, un coup de théâtre fut nécessaire. Lady Eugénia, hautaine, rusée, orgueilleuse, avait mis en scène sa propre reconstitution. Enfilant les vêtements d'une femme morte, elle s'était placée à une fenêtre et s'était laissée photographier, non par accident, mais par volonté. La photo était un signal, pas une erreur, un avertissement pour ceux qui fouillaient trop profondément. Mais elle avait sous-estimé la détermination de Clara et la mémoire de Miss Marple pour les choses subtiles. Aucun crime n'est parfait, surtout ceux commis avec arrogance. Miss Marple trouva Martin Faversham dans le jardin, s'occupant distraitement des rosiers. Il l'accueillit avec sa courtoisie habituelle, mais une tension imperceptible pesait sur ses gestes, comme si la politesse était devenue un fardeau. « J'imagine que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, » dit-il sans détour. « J'ai trouvé ce qu'il fallait voir, » répondit Miss Marple avec douceur. La vérité, même gênante, finit toujours par refaire surface. Martin laissa échapper un petit rire creux. « Et quelle est cette vérité ?» Miss Marple l'observa un long moment avant de parler. « Votre mère, dit-elle calmement, n'est pas morte noyée en 1909. Elle a été retirée, disparue, sous les soins de votre père et du docteur Harrow, probablement placée dans un établissement sous un autre nom. » Martin se figea, les rognures de rose tombant de sa main. « C'est absurde. »« Vraiment ?» poursuivit Miss Marple. Une épouse dont la santé était remise en question. Un homme influent avec un motif. Un médecin complice. Et une compagne, Lady Eugénia, qui avait tout à gagner de son absence. Il lui tourna alors le dos.
la respiration courte. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce que votre père était un homme qui croyait au contrôle, par-dessus tout, et parce que Lady Eugenia voulait une vie qui ne lui appartenait pas. La voix de Martin se brisa. Et ma mère, qu'est-elle devenue? Miss Marple secoua la tête. Je ne le sais pas encore. Mais quelqu'un, lui, le sait. Et bien que Martin ne dise plus un mot, son silence n'était pas celui du doute. C'était celui d'un homme confronté aux fissures du socle de sa propre existence. Le docteur Harrow s'était toujours enorgueilli de sa discrétion. Son cabinet était rempli de dossiers bien rangés, d'expressions contrôlées et d'une absence soigneusement entretenue de curiosité. Mais même la façade la mieux polie ne peut résister à trop de questions. Miss Marple lui rendit une dernière visite, sans accusation, seulement une conversation. « Vous devez en avoir assez de cette histoire », dit-elle avec légèreté, sirotant le thé qu'il lui avait servi. « Je n'ai rien de nouveau à ajouter, » répondit-il. « Peut-être pas, » concéda-t-elle, « mais j'ai toujours remarqué que ce que les gens omettent est souvent plus révélateur que ce qu'ils disent. » Elle posa une photographie sur la table, l'original, celle de la femme à la fenêtre. « Je suppose que ceci n'aurait jamais dû exister, » dit-elle, « et pourtant, c'est là, comme la broche, et comme le registre des admissions de votre clinique au printemps 1909. » Le docteur Harrow releva brusquement la tête. Le ton de Miss Marple resta doux. « Bien sûr, de nombreux dossiers ont été détruits dans l'inondation. »« Un incident regrettable, » répondit-il avec froideur. « En effet, mais tout ne disparaît pas, vous savez. Certains documents sont notés ailleurs, formulaires ministériels, lettres familiales, reçus de maisons de soins privées. » Sa mâchoire se crispa. « Que croyez-vous que j'ai fait? »« Pas un meurtre, » répondit calmement Miss Marple, « mais une complicité. Vous avez aidé à faire disparaître discrètement Mrs. Faversham, peut-être sous prétexte d'instabilité mentale. Vous pensiez peut-être que c'était dans son intérêt, mais vous avez permis qu'on enterre son identité et que l'on falsifie les archives de sa mort. » Le docteur Harrow ne répondit pas. « J'imagine qu'il y avait de l'argent en jeu, » ajouta-t-elle doucement. Et le colonel était un homme persuasif. Toujours aucun mot. Miss Marple se leva avec un soupir léger. « C'est une chose terrible, docteur, d'être sollicité pour un mensonge, puis contraint d'en couvrir des dizaines d'autres. » Elle le laissa dans le silence, sachant que la culpabilité a sa propre voix, et qu'elle parle longtemps, après que les mots se sont tus. Le vieux salon du manoir Faversham n'avait pas connu une telle tension depuis des années. Sa grandeur fanée, ses hautes fenêtres et ses tapisseries décolorées offraient une atmosphère spectrale, un décor parfait pour ce qui allait être révélé. Miss Marple, après avoir demandé la présence de tous ceux qui avaient encore un lien avec la maison, se tenait maintenant près de la cheminée, les mains doucement jointes. Autour d'elle, Clara Milton, pâle mais déterminée, Martin Faversham, plus raide que jamais, sa contenance visiblement ébranlée, Elénore Tran, silencieuse et fermée, le docteur Harrow, sombre et replié sur lui-même, et enfin, Lady Eugenia Cardew, assise avec un air de défi, la seule à s'être visiblement préparée pour une représentation. « Je suis bien consciente, » commença Miss Marple, « qu'il est des plus inhabituels qu'une vieille dame vous convoque ainsi. Mais je pense que l'explication que je vais vous donner mérite toute votre attention. » Un murmure parcourut la pièce, un mélange de politesse et d'inquiétude contenue. Miss Marple poursuivit. « Depuis quelque temps, Clara croit que la photographie retrouvée lors du tri du domaine révèle une vérité choquante, que sa mère ne s'est pas noyée en 1909, contrairement à ce que l'on a toujours pensé.
Et en effet, cette photo contient quelque chose d'étonnant. Mais la vérité qu'elle révèle est bien différente de ce que Clara avait imaginé. Son regard parcourut lentement la pièce, s'arrêtant brièvement sur Lady Eugenia, puis sur le docteur Harrow. En réalité, cette photographie n'est pas une relique du passé, mais un mensonge soigneusement fabriqué à une époque bien plus récente. Et comme tous les mensonges, elle alors finit par se déliter, au pire moment. Un silence lourd et tendu s'abattit. Miss Marple avait commencé. Elle sortit de son sac à main la photographie désormais familière et la posa délicatement sur la table. À première vue, il semble s'agir d'une réunion de famille, anodine, même charmante. Mais ce qui a attiré l'attention de Clara, ce ne sont pas les personnes dans le jardin, mais la femme à la fenêtre de l'étage. Elle ressemblait de manière frappante à la mère de Clara. Clara hocha faiblement la tête, les mains étroitement croisées sur ses genoux. Mais, poursuivit Miss Marple, comme souvent, ce n'est pas ce que montre la photo qui est important, mais ce qui l'entoure. Une autre image, issue de la même pellicule, montre clairement le colonel Faversham tenant un journal daté de mai 1921, ce qui rend impossible que la photo ait été prise en 1910, comme on a voulu nous le faire croire. Un frémissement parcourut la pièce, les doigts du docteur Harrow tressaillirent. Martin inspira lentement. Miss Marple se tourna vers Lady Eugenia. Cette révélation fait s'effondrer l'hypothèse centrale, que la femme à la fenêtre soit la mère de Clara. Car si la photographie date de 1921, la véritable Mrs. Faversham avait déjà disparu depuis plus d'une décennie. Lady Eugenia ne répondit pas. La voix de Miss Marple resta calme. Ce que prouve cette photo, ce n'est pas le retour de la mère de Clara, mais que quelqu'un a voulu créer l'illusion de ce retour, une illusion profondément calculée, destinée à effrayer, détourner ou étouffer la curiosité de quiconque s'aventurerait trop loin dans le passé. Elle laissa planer le silence. Et cette personne, bien sûr, est ici parmi nous. Lady Eugenia, toujours incarnation du maintien, redressa légèrement le menton, les yeux plissés. « C'est absurde, dit-elle, des conjectures et des ragots déguisés en révélations. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Je vous assure, Lady Eugenia, qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. La broche que vous portiez sur la photo, celle que vous avez prétendu perdue avec Mrs. Faversham, vous appartenait. Je m'en souviens parfaitement. Vous la portiez à la garden party de l'évêque en 1922. Un détail mineur, oui, mais crucial. » Lady Eugenia ne répondit pas, mais une rougeur monta à ses joues. « La robe aussi, » continua Miss Marple, inexacte dans sa longueur et sa matière pour 1910, mais parfaitement cohérente avec le style des années 1920. Si l'on voulait évoquer une époque plus ancienne, sans en connaître précisément les codes. Clara se redressa, stupéfaite. « Vous voulez dire qu'elle a fait semblant d'être ma mère ?»« Oui, » répondit doucement Miss Marple. Une mise en scène calculée, dans l'espoir que la photographie ne serait jamais examinée de près. Mais lorsque Clara l'a découverte, la vérité avait déjà commencé à se fissurer. « Mais pourquoi ?» demanda Martin, la voix dure. « Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ?»« Pour préserver un récit, » répondit Miss Marple. « Un récit dans lequel l'épouse du colonel Faversham était morte discrètement et sans scandale, laissant intacte sa réputation et son héritage. Lady Eugenia avait tout à gagner à maintenir cette version. Elle l'a entretenue pendant des années, et lorsque Clara, sans le savoir, s'en est approchée, elle a eu recours au théâtre, un fantôme à la fenêtre vêtu d'un chagrin emprunté.
Le visage de Lady Eugénia était devenu pâle. Mais désormais, chacun dans la pièce comprenait. La femme sur la photo n'était pas revenue d'entre les morts. Elle était revenue de la mémoire, masquée. Miss Marple se tourna ensuite vers le docteur Harrow, devenu très immobile, les doigts joints, comme pour en contenir le tremblement. « Docteur Harrow, dit-elle doucement, vous étiez un homme pris entre loyauté et intérêt personnel, n'est-ce pas? Un médecin respecté, nouvellement installé dans le village, à qui un homme puissant offrait une opportunité dans une situation délicate. » Il releva la tête, le visage tendu. « Vous extrapolez, Miss Marple. »« Non, répondit-elle. J'observe. Les registres du décès de Mrs. Faversham n'ont jamais été enregistrés officiellement. Le certificat, une simple copie, ne comporte ni témoin, ni validation du registre, et vous étiez le seul médecin de la région à y avoir apposé votre signature. » La pièce retint son souffle. « Je crois, poursuivit Miss Marple, que vous avez été payé pour affirmer que Madame Faversham s'était noyée. En vérité, elle avait été retirée, par contrainte ou par persuasion, je ne saurais le dire. Peut-être souffrait-elle de mélancolie, peut-être de confusion, mais elle n'est pas morte, et vous le saviez. » Les lèvres du docteur Harrow s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. La voix de Miss Marple se fit plus douce encore. « Vous vous êtes sans doute convaincu que c'était pour son bien, que le colonel veillerait à ses soins, et peut-être l'a-t-il fait un temps, mais plus le mensonge a duré, plus le prix du silence est devenu lourd. » Lady Eugénia se redressa brusquement sur sa chaise, mais Miss Marple ne détourna pas son regard du docteur. « Vous avez enterré la vérité, docteur, non avec une pelle, mais avec un stylo, et ce faisant, vous avez permis à d'autres de construire un mensonge très lucratif. » Personne ne parla, mais la couleur avait fui le visage du docteur Harrow, et la culpabilité pesait lourdement sur ses épaules. Eleanor Trent était restée immobile durant toute la révélation, les mains serrées sur ses genoux, le regard baissé. Mais à présent, Miss Marple s'adressa à elle avec une douceur surprenante. « Et vous, mademoiselle Trent, votre histoire n'est pas celle d'une conspiration, mais d'une peur. Vous avez aimé le colonel autrefois. C'est évident, à la lecture des lettres que Clara a recopiées. » Éléanor leva les yeux, le visage figé. « Je les ai brûlés. »« Oui, » acquiesça Miss Marple, « mais pas avant que Clara ne les copie. Et si elle parle de passion, elle parle bien plus de trahison, d'une femme piégée dans un secret, non par désir, mais par menace. » Éléanor esquissa un faible sourire amer. « Il ne m'a jamais laissé partir. »« Non, » dit Miss Marple. « Il vous a lié à lui, non pas par affection, mais par connaissance. Vous saviez la vérité sur Mrs. Faversham. Vous l'avez vue emmener. Vous êtes restée silencieuse, non par approbation, mais par peur. » La voix d'Éléanor se brisa. « Il m'a dit que je serais ruinée, que personne ne me croirait, que je perdrais tout. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et vous avez tout sacrifié pour garder ce qui ne vous appartenait pas. » Le visage d'Éléanor se froissa, à peine. Elle ne pleura pas, mais dans son silence, il y avait la fatigue d'une femme qui avait porté le poids du pocher d'un autre pendant bien trop longtemps. « Vous avez contribué à cacher la vérité, » dit Miss Marple, « mais je ne crois pas que vous en soyez l'instigatrice. Et c'est pourquoi je pense que la loi sera plus clémente avec vous que votre propre conscience ne l'a été. » Éléanor hocha la tête sans un mot. Personne ne parla. Mais quelque chose s'était brisé. « Et maintenant, » dit enfin Miss Marple, « nous arrivons au seul véritable crime de toute cette affaire. » Lady Eugénia se redressa, mais ne répondit pas.
La mort du colonel a été déclarée naturelle, poursuivit Miss Marple. À son âge, personne n'a posé de questions. Mais c'était toujours vous qui lui prépariez son thé, n'est-ce pas, Lady Eugenia? C'est un peu. Miss Marple leva la main. Il est mort soudainement, quelques semaines seulement, avant que Clara ne découvre la photographie. Et s'il avait vécu, il aurait pu intervenir, expliquer la supercherie, ou tenter de faire taire Clara. Mais il est parti, calmement, efficacement, avant de mettre votre position en danger. Tous observés, figés. On a retrouvé des traces de digitaline dans son mélange de thé personnel. L'expert a mentionné une odeur amère, faible mais présente. Et vous, Lady Eugenia, étiez autrefois une grande admiratrice de la digitale. Vous l'avez même fait retirer de votre jardin il y a quelques années, n'est-ce pas? Lady Eugenia ne répondit pas. La voix de Miss Marple se fit plus grave. Vous ne pouviez pas risquer que le colonel perde le contrôle du récit. La photo avait trop révélé. Alors vous l'avez réduit au silence, comme vous aviez réduit son épouse, mais cette fois, de façon définitive. Pour la première fois, Lady Eugenia parut effrayée. Et pour Miss Marple, c'était la preuve la plus éloquente de toutes. Elle reprit la photographie et la leva sous la lumière. « Il y a un dernier détail, dit-elle. Beaucoup l'ont ignoré, mais pas moi. » Elle montra le coin de la fenêtre, juste à côté de la silhouette de la femme. Une forme floue, un deuxième chapeau, reflété dans la vitre. « Des plumes, dit-elle. Une courbe caractéristique. Le même chapeau que vous portiez au déjeuner du magistrat ce printemps-là. Photographié, par pure coïncidence, dans le Shipping Cleghorn Herald. » Lady Eugenia resta muette. « Et pourtant, poursuivit Miss Marple calmement, vous avez affirmé être à l'étranger cette semaine-là, chez une cousine dans le sud de la France. » Elle laissa l'image retomber doucement sur la table. « Mais le chapeau, lui, n'était pas en France. Il était ici, et vous aussi. » Les mains de Lady Eugenia se crispèrent sur ses genoux. « Ainsi, conclut Miss Marple, vous vous êtes vous-même glissé, involontairement, dans votre propre mise en scène, une coquetterie vestimentaire devenue votre perte. » Le silence tomba sur la pièce. La vérité s'était déposée, couche après couche, mensonge après mensonge, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule femme encore debout. Et elle aussi, désormais, était démasquée. L'arrestation, quand elle eut lieu, fut rapide et silencieuse. L'inspecteur Graves, convoqué discrètement par Miss Marple, arriva au manoir avec 2 agents en uniforme et un mandat portant le nom de Lady Eugenia. Elle se tenait dans le salon où, la veille encore, elle s'était assise si fièrement parmi les autres, niant et esquivant. À présent, elle ne protesta pas lorsque les chefs d'accusation furent énoncés. Conspiration, fraude et suspicion de meurtre. Sa seule réaction fut un léger pincement des lèvres, comme pour contenir toute trace d'émotion. Miss Marple l'observa avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle en avait connu, des femmes comme Lady Eugenia, fières, intelligentes, mais profondément aveuglées, des femmes persuadées d'être à l'abri des conséquences, protégées par le vernis de leur rang et de leur éducation. « Avez-vous quelque chose à déclarer, Lady Cardew ?» demanda l'inspecteur, avec le formalisme professionnel. Eugenia tourna les yeux vers Miss Marple, et pour la première fois, il n'y avait plus de mépris dans son regard, seulement une lueur d'incrédulité, comme si elle avait été trahie non par les autres, mais par le monde même dont elle avait cru être protégée. « Je pensais l'avoir enterrée, » dit-elle d'un ton presque rêveur, mais elle refusait de rester enterrée. Puis elle se laissa emmener,
la posture toujours droite, bien que sa grandeur, elle, fût brisée. Dehors, le vent agitait doucement les hautes herbes du domaine. La justice, lente et silencieuse, était enfin arrivée. La chute du docteur Harrow ne survint pas dans le fracas des portes de prison, mais dans la soumission tranquille d'un homme, depuis longtemps préparé à son jugement. Lorsque l'inspecteur revint le chercher le lendemain matin, il n'y eut ni résistance, ni protestation, seulement une résignation creusée dans les plis de son visage. Il était assis derrière son bureau, encore vêtu de sa blouse professionnelle, une ordonnance à moitié rédigée posée sur le sous-main devant lui. Ses mains, autrefois si sûres, tremblaient légèrement lorsqu'il reposa son stylo plume et se leva. « Vous avez tout à fait le droit, » dit-il à l'inspecteur, « même si je n'ai jamais voulu que… » Mais il ne termina pas sa phrase. Sa voix se brisa. Non par révolte, mais sous le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit depuis des décennies. Miss Marple, présente à la demande des autorités, parla avec douceur. La culpabilité, j'ai remarqué, ne reste jamais silencieuse très longtemps, docteur. Chez vous, elle s'exprimait déjà à travers vos mains. Il acquiesça lentement. Elle n'allait pas bien, vous savez. Mais elle n'était pas folle. Ils voulèrent juste qu'elle disparaisse. « Et vous les avez aidés, » murmura Miss Marple. Lorsqu'il fut emmené, il n'y eut ni badaud, ni journaliste, seulement le calme d'un village découvrant, morceau par morceau, que même ceux qui portent les apparences du respect peuvent cacher les vérités les plus sombres. Ainsi tomba un autre masque, aussi discrètement qu'une page tournée. Une semaine plus tard, une lettre arriva, portant l'adresse d'un établissement de soins dans le nord du pays. Clara l'ouvrit avec des doigts tremblants, dans le salon de Miss Marple, pendant que l'ancienne dame versait le thé avec sa précision habituelle. À l'intérieur se trouvait un résumé bref mais délicat. Une femme correspondant à la description de Mrs. Faversham avait été admise en 1911 sous le nom de Eliza Trun. Elle souffrait de troubles d'anxiété et de confusion, mais sans délire violent. Elle était calme, polie, et montrait une tendresse particulière pour les fleurs. Elle était décédée paisiblement en 1935, après près d'un quart de siècle d'oubli tranquille. Ils lui ont donné un autre nom, murmura Clara, en lisant à haute voix le dernier paragraphe. Elle ne voulait pas de visiteurs. Elle disait que sa famille était morte depuis longtemps. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle reposa simplement la théière et prit la main de Clara. Elle a peut-être cru que c'était la voie la plus douce, dit-elle doucement, pour vous protéger, ou pour se protéger, elle, de ce qu'elle avait perdu. Les yeux de Clara brillèrent, mais elle ne pleura pas. Elle était en vie, dit-elle à voix basse, toutes ces années, et je ne l'ai jamais su. Tu le sais maintenant, répondit Miss Marple, et c'est une chose que le passé offre rarement si généreusement. La jeune femme replia soigneusement la lettre, son expression indéchiffrable, et bien que son cœur fût alourdi par le chagrin, il contenait désormais autre chose, une forme nouvelle, la paix. La véranda du manoir Faversham avait depuis longtemps été vidée, ses fenêtres envahies de poussière et d'ombre végétale. Mais Clara demanda une dernière visite avant que le domaine ne change de main, et le notaire, sensible à la nécessité de clore un chapitre personnel, accepta. Elle se tint seule dans la lumière grise et douce, regardant le même paysage qu'autrefois. La pelouse envahie, où se tenaient les chaises de jardin, la fenêtre depuis laquelle la photographie avait capté son spectre. Tout paraissait plus petit maintenant, plus humble, moins hanté qu'auparavant. Dans sa main, elle tenait une copie de la photo,
désormais cornée et fanée par les nombreuses heures passées à l'étudier. Elle la contempla un long moment, puis la plia doucement et la glissa dans la poche de son manteau. Elle n'avait plus besoin de voir le visage de sa mère à la fenêtre. Ce qui comptait, ce n'était pas ce qui avait été perdu, mais ce qui avait été découvert. Il y avait de la dignité dans le fait de savoir, et une force nouvelle dans celui de laisser partir. Dehors, le vent agitait les longues herbes. Clara inspira profondément, puis tourna le dos à la véranda. Elle comprit alors que le passé n'avait jamais vraiment attendu d'être résolu. Il avait simplement attendu d'être regardé en face. J'ai toujours pensé que Lady Eugenia était un peu trop raffinée pour son propre bien, dit Mrs. Weatherby en s'installant dans son fauteuil préféré. Mais tout de même, le meurtre. On ne s'attend pas à ça d'une femme qui faisait don de ses courgettes à la kermesse de l'église. Miss Marple remua doucement son thé. « La vanité, ma chère, dit-elle, et une touche de désespoir. C'est une chose puissante quand quelqu'un ne supporte pas l'idée d'être oublié. » Mrs. Weatherby renifla. « Eh bien, elle sera certainement mémorable maintenant, pas vrai ?» Miss Marple esquissa un sourire en coin. « Ce qui est curieux, poursuivit-elle, c'est que ce ne sont jamais les grands mensonges qui trahissent le coupable, ni les faux certificats, ni même les déguisements. Ce sont les petits détails, le chapeau, la broche, la courbe d'un reflet. Les gens oublient que ce sont les incohérences minuscules qui révèlent le plus. » Madame Weatherby servit une nouvelle tasse. Et le docteur? Il répondra de sa part, même si je pense qu'il a commencé avec de bonnes intentions. Le problème, c'est que les bonnes intentions vieillissent mal, surtout lorsqu'elles reposent sur la lâcheté. Elles restèrent un instant en silence, dans une paix complice, le tic-tac de l'horloge ponctuant doucement le moment. « Je suppose que ça devait finir par se savoir, » dit Mrs. Weatherby. « Non, » répondit Miss Marple d'un ton pensif. « Beaucoup de choses comme celle-ci ne se savent jamais. Mais celle-ci, oui, parce qu'une jeune femme a posé une question que personne d'autre n'osait poser, et parce que quelqu'un, bien imprudemment, a laissé derrière lui une photographie. » Elle porta la tasse à ses lèvres et but tranquillement. Et la vanité, comme tu le sais, n'aime jamais vraiment être oubliée, même dans l'ombre. Miss Marple se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la place du village où les enfants jouaient et où le chien du pasteur semait, comme à son habitude, un chaos tout à fait charmant. « Les gens sont toujours terriblement sûrs d'eux lorsqu'il s'agit de leurs grands secrets, » murmura-t-elle. « Ils cachent des corps dans des rivières, enferment la vérité dans des greniers, falsifient des documents avec grand soin. Mais ce ne sont jamais ces grands mensonges qui les trahissent, ma chère, jamais. » Madame Weatherby leva les yeux de son ouvrage de broderie. « Non ?» Miss Marple se retourna, ses yeux pétillants d'un mélange de malice et de sagesse tranquille. « Non. Ce sont toujours les petites choses, ma chère. Une épingle à chapeau, une broche ou une photographie idiote que quelqu'un avait pourtant l'intention de jeter. » Elle s'interrompit, puis ajouta avec un léger soupir. « Et Dieu merci, ils le font, car où en serait la justice, sans un soupçon de vanité ?» Mrs. Weatherby rit doucement, et ce son s'éleva dans le cottage comme un rayon de soleil, filtrant à travers la dentelle. Dehors, St. Mary Mead poursuivait son existence paisible, sans se douter qu'une autre sombre histoire venait de traverser ses haies, révélée, comprise, et enfin, doucement déposée. Parfois, les mystères les plus profonds ne concernent pas tant qui a commis le crime, mais pourquoi quelqu'un a cru qu'il pouvait cacher la vérité à jamais. Dans ce cas,
Ce n'est pas un corps qui est remonté à la surface, mais une photographie. Une seule image, longtemps enfouie, a discrètement dénoué des décennies de tromperie, de vanité et d'un héritage familial construit sur le silence. Miss Marple nous a rappelé, une fois encore, que le mal ne porte que rarement le masque d'un méchant. Bien souvent, il se cache derrière des sourires polis, des manières soignées et de petites choses sans importance. Mais comme elle l'a si bien dit, ce sont toujours les petits détails, une broche égarée, un chapeau familier, un murmure du passé. La vérité ne crie pas. Elle attend, patiemment, que quelqu'un d'assez observateur et d'assez bienveillant la remarque. Et même si la justice a été rendue, certaines blessures ne peuvent être totalement refermées. Clara a trouvé la paix, non dans la vengeance, mais dans la compréhension. Elle n'a jamais revu sa mère, et pourtant, à travers la vérité, elle a enfin rencontré la femme qu'elle n'avait fait que pleurer. Et vous, si vous aviez trouvé cette vieille photographie, chuchotant à demi-mot un mensonge que votre famille avait enterré depuis des décennies, auriez-vous poursuivi la vérité, quel qu'en soit le prix? Ou auriez-vous laissé le passé dormir? Qu'avez-vous pensé du raisonnement de Miss Marple? Aviez-vous soupçonné Lady Eugenia? Ou vous êtes-vous laissé distraire par l'un des faux semblants? Partagez vos théories, vos émotions et votre réponse à cette ultime question dans les commentaires. Discutons-en ensemble. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits originaux dans le style Miss Marple. Et n'oubliez pas de partager cette histoire avec les amateurs de mystères autour de vous. Votre soutien nous aide à faire vivre ces énigmes intemporelles. Merci d'avoir été avec nous. Et d'ici là, gardez les yeux ouverts. Même le village le plus tranquille cache toujours quelques secrets.